Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Le récent attentat terroriste à Djibouti inquiète le pays. Face à la recrudescence de l'insécurité, les autorités réagissent. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le président djiboutien de la Ligue des droits humains, Maître Zakaria Abdillahi. Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. C'est le thème retenu pour le 15e sommet de la francophonie qui se déroulera en novembre prochain au Sénégal. Nous ferons le point sur l'avancement des préparatifs dans ce journal. Et puis au Rwanda, le PIB par habitant a été multiplié par 5 ces dernières années, alors que le taux de pauvreté a baissé d'environ 25%. Des performances qui font de ce pays un modèle économique sur le continent. Djibouti participe activement au processus de stabilisation et de sécurisation de la Somalie et de la sous-région, une position qui lui a sans doute valu d'être la cible samedi dernier d'un attentat terroriste revendiqué par les Chebab, un acte fermement condamné par les autorités et par la communauté internationale. Ibarat Ndiaye. Les Chebab ont revendiqué ce mardi l'attentat suicide perpétré ce samedi dans un restaurant fréquenté par des étrangers dans la capitale djiboutienne. L'attaque a fait, en plus des 2 kamikazes, un mort et une vingtaine de blessés. C'est le premier attentat revendiqué par les Chebab dans ce pays depuis que Djibouti a déployé en 2011 un contingent au sein de la mission de l'Union africaine en Somalie. Cet acte de terrorisme aveugle ne remettra pas en cause notre détermination à lutter avec la communauté internationale contre ce fléau. En plus de Djibouti, le Kenya, le Burundi, l'Éthiopie combattent aux côtés de l'armée somalienne contre les islamistes Al-Shabaab. Cet attentat vise donc cette coalition, y compris la France qui a implanté une base militaire dans la sous-région depuis plusieurs années. Les Français ont une base militaire à Djibouti, une base qui sert d'intervention contre la piraterie maritime et aussi qui sert de base arrière pour l'armée djiboutienne qui intervient en Somalie. Al-Shabaab veut décourager toutes les forces qui veulent aider la Somalie à retrouver son intégrité et sa sécurité. Il y a les autres pays de la sous-région qui ont été visés, comme le Kenya, et El-Shabaab parle aussi d'Ouganda, du Burundi. C'est une façon de porter la guerre à l'étranger pour qu'il y ait des regards sur cette guerre et aussi qu'il y ait une peur, surtout de l'opinion de la communauté internationale comme la France. Les effectifs de la mission ont récemment été portés à 22 000 hommes sous la bannière de l'Union africaine, tous déterminés à éradiquer le terrorisme dans la Corne de l'Afrique. Et pour aborder la question sécuritaire à Djibouti, nous recevons sur ce plateau Maître Zakaria Abdillahi, président de la Ligue djiboutienne des droits humains. Bienvenue sur Africa 24. Merci. Alors, nous l'avons vu, l'actualité de votre pays est marquée par l'attentat de samedi dernier, un attentat terroriste qui a été revendiqué par les islamistes Chebab. Comment votre pays doit-il répondre à cet acte ? Merci de m'avoir invité. Oui, effectivement, malheureusement, mon pays doit faire face quand même à cet attentat terroriste que la Ligue djiboutienne de droits humains n'a pas manqué de condamner en association avec l'opinion internationale et les Djiboutiens. Malheureusement, aujourd'hui, ça montre un peu quelque part une faillite de la sécurité, de ce qui était censé assurer la sécurité de tous les Djiboutiens. Malheureusement, nous déplorons 2 morts, nous déplorons des blessés graves, et donc la Ligue djiboutienne de droits humains adresse quand même les sincères condoléances à la famille des victimes. Qu'est-ce qui explique, selon vous, justement, cette situation d'insécurité à Djibouti, mais pas seulement, mais également dans la Corne de l'Afrique ? Le problème, c'est qu'il faut savoir que la Corne de l'Afrique, quand même, c'est une région assez oubliée du monde, où il y a un conflit récurrent, permanent depuis des années, dû quand même à beaucoup de facteurs. Et malheureusement, aujourd'hui, les Chebab sont présents à Mogadiscio, où il n'y a plus d'État depuis plus de 20 ans. Et donc, Djibouti, dans le cadre de la mission, est associé quand même à la mise en place d'un système de protection à Mogadiscio. Donc, certainement à tort. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les jeunes des Chebab, malheureusement, qui desservent la religion musulmane, parce que la religion musulmane ne prône jamais de tels attentats, suicides à l'égard des Djiboutiens ou des êtres humains. Et donc aujourd'hui, la réalité est que on essaye de dire quand même que à Djibouti, il y a quand même, ça montre, malgré la présence des Américains, des Français,
et la présence aussi d'un arsenal policier extrêmement important, comment la question qui se pose, comment l'État n'a pas pu déjouer un tel attentat? C'est ça. Maître Abdillahi, cet attentat aura-t-il, selon vous, des conséquences sur l'engagement de Djibouti dans la mission de l'Union africaine en Somalie? Je pense qu'il doit avoir... Oui, effectivement, il y aura des conséquences. Et Djibouti doit tirer toutes les conclusions, certainement, pour décider quand même de retirer ces troupes djiboutiennes de la mission. Merci, Monsieur Zakaria Abdillahi, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue djiboutienne des droits humains. Merci. Dans le reste de l'actualité, le Sénégal abritera en novembre prochain le 15e sommet de la francophonie. Comment se déroulent les préparatifs de cette rencontre qui réunira plus de 57 États membres à l'échelle internationale? Élément de réponse avec Birama Saounera. Le Sénégal abritera le 15e sommet de la francophonie le 29 et 30 novembre 2014. Le thème retenu pour cette rencontre des pays francophones est « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement ». Pour l'heure, les préparatifs vont bon train afin de gagner le pari de l'organisation de ce sommet au Sénégal. Pour ce qui est du sommet, nous sommes aujourd'hui globalement dans les délais. Sur le plan des infrastructures, nous sommes en train de construire un centre qui sera livré normalement 3 semaines même avant l'échéance. Et au plan organisationnel, nous avons des commissions qui ont travaillé sur des modules, sur des normes pour justement que nos hôtes soient accueillis dans d'excellentes conditions, qu'ils soient hébergés dans d'excellentes conditions, qu'ils aient des moyens de transport intérieur dans d'excellentes conditions, que leur santé soit également prise en charge. En plus de l'organisation du sommet, les autorités sénégalaises envisagent de redynamiser le secteur porteur de développement à travers le plan Sénégal émergent. Un plan dont le coup d'envoi a été donné le samedi 24 mai dernier en présence du président de la République, Macky Sall. Nous sommes en train aujourd'hui d'élaborer, plutôt de mettre en forme l'ensemble des projets qui ont été validés. Nous avons mis en place des mécanismes pour la mise en œuvre, avec notamment la création d'un bureau de suivi du plan Sénégal émergent plutôt. Le plan Sénégal émergent est une feuille de route adoptée par le gouvernement du Sénégal. Objectif, atteindre l'émergence économique d'ici 2035. Ce plan a nécessité un financement global de près de 10 000 milliards de francs CFA. Au Rwanda, de nombreuses réformes sont engagées par les autorités pour impulser la croissance économique du pays et ainsi améliorer les conditions de vie des populations. Une stratégie qui va bon train, pouvoir d'achat en hausse, pauvreté en recul. Le pays est devenu un modèle de développement sur le continent. Aminata Diak. Accélérer la croissance économique afin d'améliorer les conditions de vie des populations, tel est l'objectif du gouvernement rwandais. Le pays est engagé ces dernières décennies dans de nombreuses réformes afin d'attirer les investisseurs locaux et étrangers. Pour accompagner ces mutations, l'Agence rwandaise de développement s'est investie dans la mise en place de mécanismes favorisant l'arrivée d'opérateurs économiques dans le pays. L'Agence rwandaise de développement est à l'avant-front des constantes réformes pour améliorer l'environnement des affaires, des constantes réformes dans lesquelles le Rwanda est entré depuis quelques années. Et en réalité, ce sont ces constantes réformes. Ça ne veut pas dire que l'Agence rwandaise de développement le fait seule, mais elle est à l'avant-garde. C'est un travail qui est fait par tout le gouvernement et c'est un travail qui arrive à se faire uniquement parce que le Rwanda est convaincu de la nécessité d'améliorer les conditions pour l'investissement, d'améliorer les conditions pour mettre en place, pour vraiment avoir des affaires florissantes dans le pays. Grâce à ces investissements, le Rwanda connaît des avancées notables dans le domaine économique. Le pays est la 3e économie la plus compétitive en Afrique subsaharienne et affiche une croissance moyenne de près de 7%. Cependant, ce développement présente des signes de fragilité. Il y a quand même des failles. On peut dire par exemple en voyant comment l'économie est structurée où la majorité de la population est toujours dans l'agriculture. Pour un pays qui a une haute densité de la population, il y a déjà un problème à ce niveau. Mais c'est là où les nouvelles orientations sont pour changer
comment dirais-je, je dirais que les nouvelles orientations, c'est diminuer la densité de la population qui est dans l'agriculture pour aller dans le secteur des services. Et là, ça serait une économie balancée. Le Rwanda ambitionne de devenir d'ici 2020 un pays à revenu intermédiaire. Plusieurs partenariats avec des institutions financières comme la Banque africaine de développement sont tissés pour mener à terme les projets. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.